Elle n'était qu'une louve blessée, abandonnée à la fureur d'une tempête d'hiver. 5 minuscules louveteaux gisaient sur la neige, tremblant comme des étincelles de vie prêtes à s'éteindre. Aucun abri, aucun espoir, seulement des cordes qui s'enfonçaient dans sa fourrure et un silence qui emporte les derniers souffles. Mais elle n'était pas aussi seule qu'elle le croyait. À travers le blizzard, à travers le hurlement du vent, un vieil homme entendit ce gémissement à peine audible, et c'est lui qui changea tout. Au petit matin, alors que le ciel restait d'un gris terne et qu'une pâle bande d'aurore se dessinait à peine à l'horizon, l'hiver déchaîna une nouvelle fois sa colère glaciale sur les abords d'un petit village isolé dans les montagnes du Jura. La chute de neige semblait vouloir tout engloutir, les sapins qui craquaient sous le poids de la poudreuse, les vieilles clôtures en bois qui tenaient encore debout par miracle, et les 3 sentiers menant à une petite maison de campagne isolée dans les Vosges, où vivait Jean Dubois. Jean avait 63 ans, et il semblait que chaque hiver de sa vie avait laissé sur son visage une fine cicatrice ciselée par le froid. De taille moyenne, large d'épaules mais légèrement voûté par l'habitude de porter du bois, il se déplaçait avec la lenteur prudente et mesurée d'un homme depuis longtemps habitué à la solitude. Sa barbe grise, épaisse et fournie, tombait en un triangle soigné, et ses yeux, d'un bleu aussi froid que la glace des sommets, portaient en eux une sagesse lasse et la douleur jamais cicatrisée d'un passé trop lourd. Ce jour-là, comme à son habitude, il était sorti chercher du bois, armé d'un grand panier en osier et d'une vieille hache dont le manche était enveloppé de cuir craquelé. Un vent âpre et pénétrant soufflait, contractant instantanément la peau de son visage, mais Jean marchait, la tête penchée comme d'habitude, protégeant son cou avec le col de sa chaude veste en peau de mouton. La neige lui cinglait le visage en milliers d'aiguilles glacées. L'hiver semblait vouloir chasser quiconque osait s'aventurer dehors par un temps pareil. Mais Jean avait cessé d'avoir peur depuis longtemps. Que pouvait-il y avoir de plus terrible que ce qui lui avait déjà, un jour, arraché sa raison de vivre? Et pourtant, alors qu'il avançait entre les troncs noirs des épicéas autour desquels le vent gémissait, quelque chose au plus profond de la forêt résonna de manière anormale. Un son ténu, à peine perceptible, presque perdu dans les hurlements de la tempête. Comme un faible pleur, un cri désespéré. Jean s'arrêta brusquement. Sa main droite, levée pour le pas suivant, trembla légèrement. Il regarda autour de lui. Le vent le frappa dans le dos avec une vigueur renouvelée, mais le son se répéta. Faible, plaintif, comme si une petite créature appelait à l'aide. Jean fronça les sourcils. Au cours de ces longues années de solitude, il avait appris à distinguer tous les sons de la forêt. Et celui-ci était étranger, alarmant. Il quitta prudemment le sentier, sentant la neige profonde happer ses jambes jusqu'aux genoux. Pendant plusieurs minutes, il marcha presque à l'aveugle, se guidant uniquement sur cet appel insaisissable, jusqu'à ce qu'il débouche enfin sur une petite clairière forestière. Et là, au milieu du blizzard, il les vit. Le premier qu'il remarqua fut précisément celui qui appelait à l'aide. Un minuscule louveteau, couché sur le dos, les pattes écartées, tremblant de tout son corps. Son ventre rosé se soulevait et s'abaissait à peine, comme si la vie ne tenait qu'à un dernier souffle. Mais derrière lui, il y en avait 4 autres. Tous les 5 étaient dispersés dans la neige, comme si quelqu'un les avait jetés là avec mépris. Leurs petits corps semblaient impuissants, comme des flocons de duvet exposés à un froid cruel. Et un peu plus loin, près d'une clôture faite de pieux grossièrement assemblés, se tenait la louve. Elle était attachée avec une corde épaisse qui s'était si profondément enfoncée dans sa fourrure grise que la zone autour était devenue pourpre de sang séché. Le poil de son museau était collé, couvert d'une croûte de glace. Ses oreilles étaient plaquées contre son crâne, ses pattes tremblaient. Et pourtant, elle se tenait debout, rassemblant ses dernières forces, un rempart fragile entre le monde et la mort de ses petits. Lorsque Jean s'approcha, la louve tenta de relever la tête. Ses yeux, jaunes, profonds, d'une intelligence extraordinaire, le fixèrent non pas avec méchanceté, mais avec un espoir brisé et désespéré. Dans ce regard, il y avait la conscience qu'elle ne pouvait plus protéger ses petits. La seule chose qu'elle pouvait faire était de faire confiance à un étranger. Jean sentit quelque chose se briser en lui. Il resta immobile, comme si le vent l'avait cloué au sol. Et à cet instant, un souvenir douloureux, tel une lame de rasoir, fendit la glace dans son cœur. Il se souvint de Léa Dubois, sa fille unique. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'une de ces tempêtes d'hiver l'avait emportée, tout aussi soudainement. Ce jour-là, il n'avait pas pu arriver à temps. Ce jour-là, il avait crié, arraché la neige à main nue, cherchant à l'aveugle jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent.
Le corps de sa fille fut retrouvé plus tard, bien trop tard. Depuis, Jean évitait de parler de cela, même à lui-même. Mais maintenant, au milieu de ce vide blanc, il entendit à nouveau cette même voix faible et mourante et comprit, c'était une chance que la vie semblait lui donner à nouveau, une chance de faire ce qu'il n'avait pas pu faire autrefois. Il s'approcha de la louve, retira ses gants et, lentement, pour ne pas l'effrayer, tendit la main. La louve ne tressaillit pas, se contentant de fermer les yeux, comme si elle se résignait à n'importe quel sort. « Allons, ma belle, » dit doucement Jean d'une voix rauque. « On va s'occuper de ça. » Il coupa la corde avec son couteau de poche, dont l'acier était noirci par le temps. Dès que la corde tomba, la louve tenta de faire un pas en avant, mais s'affaissa aussitôt sur le sol. Ses pattes ne la portaient plus. Jean ramassa délicatement un louveteau, puis un deuxième, les glissant sous sa veste en peau de mouton pour qu'il sente une once de chaleur. Il prit les autres dans ses bras, comme on soulève des nouveau-nés. La louve sanglotait doucement, le regardant faire. Elle essaya de ramper derrière lui, mais ses forces l'abandonnèrent. Jean se retourna. Le vent hurlait de nouveau, refermant le silence autour d'eux. « Viens, » dit-il, et sa voix, pour la première fois depuis des années, résonna avec douceur. « Je ne vous laisserai pas. » Il souleva la louve dans ses bras, malgré son âge et la douleur dans son dos. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air, mais il serra simplement les mâchoires plus fort. Chaque pas dans la neige profonde était un effort, mais il avançait. Il marchait comme s'il ne portait pas un animal blessé, mais son propre espoir, celui que le destin lui avait déjà arraché une fois. Derrière lui restait la clairière, où le blizzard commençait déjà à effacer ses traces. Et devant, la petite lueur de sa maison de campagne, qui perçait à peine à travers le voile du blizzard. Il marchait vers elle, sachant qu'à partir de cet instant, sa vie ne serait plus jamais la même. Et les tempêtes, celles du dehors comme celles du dedans, ne faisaient que commencer. Jean mit du temps à atteindre sa maison, avançant péniblement, chaque pas dans les congères provoquant une douleur lancinante dans ses reins. La porte en bois, couverte de givre, gémit plaintivement lorsqu'il la poussa de l'épaule. À l'intérieur, il faisait froid, comme si le gel lui-même s'était infiltré par les fentes entre les poutres. Mais au moins, ici, il n'y avait pas de vent à vous couper le souffle. La maison était simple, presque ascétique. Dans un coin se trouvait un vieux poêle en fonte, que Jean avait installé lui-même 20 ans auparavant. Contre le mur, une table massive, fabriquée par ses soins avec des planches de pin. Sur une étagère, quelques bocaux de conserve et une vieille image religieuse aux couleurs passées. Cette maison était sa forteresse, sa mémoire, sa punition et sa consolation tout à la fois. Jean déposa délicatement la louve sur une paillasse recouverte d'une vieille peau de mouton, et sortit les louveteaux de sa veste. Ils étaient si petits qu'un mouvement maladroit semblait pouvoir les faire disparaître. Il les frictionna un par un avec ses paumes chaudes, essayant de leur rendre un peu de chaleur. La louve releva la tête. Ses flancs se soulevaient lourdement, sa respiration était rauque. Maintenant qu'elle était plus près de la lumière, Jean remarqua plus de détails. La fourrure à la base de son cou était arrachée par touffes. Son flanc était couvert d'échymoses d'un violet sombre, ressemblant à des ombres épaisses. Il passa ses doigts sur la surface rugueuse de la corde qui gisait à côté et fronça les sourcils. Le nœud était fait de manière professionnelle. C'est ainsi que nous les trappeurs, pas les paysans. Sur la fourrure de la louve, près du garrot, il sentit une odeur âcre d'alcool bon marché. Ses narines se dilatèrent de colère. Quiconque avait fait cela était manifestement ivre, cruel et savait manier les nœuds. Tout cela ne ressemblait en rien à un accident. Jean se leva, se dirigea vers une vieille commode où il gardait diverses choses utiles, et en sortit une boîte en métal cabossée portant l'inscription « Soins vétérinaires ». Cette boîte avait appartenu à son défunt voisin, le vétérinaire du village, un homme bon mais bourru nommé Henri Leclerc. Henri était un homme trapu, au visage large, avec une barbe de 3 jours perpétuelle et une voix chaleureusement rauque. Il était mort de maladie quelques années auparavant, mais une partie de sa bonté était restée ici, dans les bandages, les ciseaux, l'iode et les pommades qui étaient maintenant le seul salut pour la louve blessée. Jean nettoya soigneusement la blessure au cou de la louve, lava le sang séché, et appliqua un bandage imbibé d'une pommade à l'odeur forte d'herbe. La louve ne faisait que gémir doucement, mais ne résistait pas, comme si elle comprenait que cet homme aux cheveux gris essayait de l'aider. Ses flancs tremblaient, mais quelque chose de nouveau apparaissait dans ses yeux. Un espoir faible, presque méfiant.
Pendant ce temps, les louveteaux commençaient à bouger faiblement. L'un d'eux couina, un autre essaya de se retourner sur le ventre. Ses pattes tremblaient comme de fines brindilles dans le vent. Jean les examina un par un, palpant leur ventre. Les petits étaient épuisés, mais vivants. Il alluma le poêle. Les branches sèches ne s'enflammèrent pas tout de suite, mais bientôt une faible flamme orange se mit à danser sur les murs, projetant de longues ombres. La chaleur emplit progressivement la pièce. Il s'assit près de la louve, la regardant attirer prudemment ses petits vers elle, les couvrant de ses pattes comme si elle craignait de les perdre à nouveau. À ce moment, on frappa à la porte. Pas un coup fort et assuré, mais un tapotement doux, presque timide, comme si la personne de l'autre côté n'était pas sûre d'avoir le droit d'entrer. Jean fronça les sourcils. Il n'attendait personne. En ouvrant la porte, il vit Manon Leroy. Elle se tenait sur le seuil, emmitouflée dans une longue doudoune sombre. Sur sa tête, un bonnet en tricot avec un pompon, et sur ses joues, une rougeur qui rendait ses grands yeux marrons encore plus chaleureux. Manon avait environ 25 ans. Elle était mince, pas très grande, avec des traits fins et doux. Ses lèvres semblaient toujours garder un sourire, même quand elle se taisait. Travaillant dans une halte-garderie non loin de là, elle était connue pour sa patience et sa capacité étonnante à parler aux enfants comme si elle entendait tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire avec des mots. Il émanait d'elle une telle ouverture que même les rudes forestiers, habituellement peu intéressés par les affaires des autres, la traitaient avec respect. « Monsieur Dubois », dit-elle doucement en secouant la neige de ses épaules. « Pardonnez-moi de venir sans y être invité. Nous n'avons presque plus de bois à la garderie. » Jean s'apprêtait à répondre sèchement, comme il le faisait toujours, mais Manon, jetant un coup d'œil à l'intérieur, se figea soudain. Son regard tomba sur la louve et les louveteaux. Elle porta une main à sa bouche. « Mon Dieu, mais qui a fait ça? Quel monstre ?» murmura-t-elle. Dans ses yeux se reflétait une douleur sincère, authentique. Manon s'agenouilla près de la louve, mais en restant si prudente qu'elle semblait craindre de lui causer encore plus de souffrance. « Vous les avez sauvés ?» demanda-t-elle en levant les yeux vers Jean. Et ce regard, chaleureux, reconnaissant, sans jugement, l'adoucit comme il ne l'avait pas été depuis longtemps. « Oui », répondit-il brièvement. « Je les ai trouvés dans la forêt, abandonnés, attachés. » Il secoua la tête. « Je ne sais pas qui a fait ça, mais ce genre de personne ne respire pas la bonté. » Manon passa lentement la main au-dessus d'un minuscule louveteau, sans le toucher, comme si elle avait peur de briser un petit miracle. « Tout le monde n'aurait pas eu le courage de les aider, » dit-elle doucement. Sa voix ne contenait ni flatterie ni surprise, seulement une vérité chaleureuse. Surtout par une nuit pareille. Tout le monde n'aurait pas gardé un cœur vivant après tout ça. Jean sentit quelque chose bouger en lui. Il n'avait pas entendu de mots qui pénétraient si profondément depuis des années. « Restez un peu », dit-il finalement, lui-même surpris par ses propres paroles. « Le poêle commence à peine à chauffer, et j'ai assez de bois. » Manon sourit. Un sourire discret mais lumineux, comme une petite bougie dans l'obscurité. Et à cet instant, Jean comprit que ce jour-là, ce n'était pas seulement la chaleur du poêle qui était entrée dans sa maison, mais quelque chose d'autre, de fragile, de prudent, comme la vie elle-même. Une chose était claire. Tout ce qui avait commencé dans le blizzard changeait maintenant le silence même de sa maison et, peut-être, son destin. Le soir tomba sur la maison sans qu'on s'en aperçoive. Un instant plus tôt, les murs étaient baignés de l'or doux du feu dans le poêle, et l'instant d'après, tout était à nouveau plongé dans une ombre froide et bleutée. Jean était assis sur un banc bas près de l'âtre, écoutant la respiration de la louve. Elle avait visiblement récupéré. Le ras lourd était devenu plus régulier, ses pattes ne se dérobaient plus aussi brusquement que le premier jour. Mais ses yeux, ambrés, profonds, pleins d'une prudence sauvage et ancestrale, restaient constamment tournés vers la porte. Il suffisait que quelqu'un fasse un pas, que les planches du sol grincent doucement, pour que la louve redresse instantanément la tête, tendant ses muscles. Elle semblait attendre que les mêmes personnes qui l'avaient laissée pour morte reviennent. Les louveteaux, en revanche, après quelques heures de chaleur et de lait, avaient déjà commencé à se battre pour la vie. Ils se poussaient les uns les autres avec leurs minuscules museaux humides, gémissaient en s'agrippant à la douce peau de mouton. En les observant, Jean ressentait un calme étrange et en même temps une anxiété croissante. Et cette anxiété se confirma bientôt. Quand il sortit chercher du bois,
il remarqua immédiatement une trace à peine visible dans la neige. La neige était tombée toute la nuit et aurait dû couvrir toutes les traces, mais celle-ci était fraîche, profonde, allant de la route forestière directement à sa maison. Il s'agenouilla et toucha la neige. La structure avait été perturbée très récemment, et un peu plus loin, 3 empreintes de pneus clairs. Discrètes, régulières, manifestement pas accidentelles. À côté, la trace d'une botte lourde avec une pièce métallique au talon. Ce genre de chaussure est rarement utilisé par les hommes du village, surtout en hiver. Plutôt par des chasseurs, des braconniers, ou des gens qui ne se soucient pas du bruit. Les doigts de Jean se crispèrent. Il se releva, se tourna vers la forêt, mais ne vit que les lourds rideaux blancs du blizzard. Le silence était trop épais. Il s'apprêtait à rentrer quand un nouveau son flotta dans l'air. Doux, rythmé, comme des pas légers. C'était Manon. La jeune femme se frayait prudemment un chemin vers la maison avec un panier, serrant sa doudoune contre sa poitrine. Des taches rouges de gel sur les joues, de minuscules cristaux de glace sur les cils, elle marchait vite, mais ses mouvements restaient étonnamment gracieux. Manon était une femme qui, même pressée, ne perdait jamais sa douce grâce. En partie parce que depuis sa jeunesse elle avait fait de la danse, qu'elle avait dû abandonner après une blessure au genou. Cela avait rendu sa démarche un peu plus prudente, mais avait donné à ses mouvements encore plus d'humanité. Elle sourit en voyant Jean, mais son sourire s'évanouit aussitôt en remarquant l'expression de son visage. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. Sa voix était basse mais pleine d'inquiétude. Jean hésita un instant. Il n'avait pas l'habitude de partager ses craintes, surtout avec des personnes aussi lumineuses et jeunes que Manon. Mais quelque chose dans son regard, attentif, sincère, le fit soupirer. « Des traces, dit-il en hochant la tête vers la forêt. Une voiture et des bottes. Récentes. » Elle se pencha pour regarder. Ses lèvres tremblèrent légèrement, non pas de froid, mais de compréhension. « Ce sont eux. » Il acquiesça, et quelque chose s'effondra dans sa poitrine, comme si la terre venait de disparaître sous ses pieds. Manon posa une main sur son panier, comme pour retenir ses pensées. Elle n'était pas lâche, mais le danger suscitait toujours en elle un sentiment particulier, un mélange d'inquiétude et de ténacité. Les enfants dont elle s'occupait, elle les protégeait comme une lionne. Et maintenant, son cœur semblait battre plus fort à la pensée des louveteaux et de la louve blessée. « Monsieur Dubois, dit-elle doucement, tout le mal n'est pas fort, parfois il est seulement bruyant. » Cette phrase sonna avec une confiance inattendue, et même le vent qui s'engouffrait entre les arbres sembla se calmer. Jean regarda la jeune femme. La lumière de la fenêtre de la maison éclairait son visage, des traits doux, des yeux sombres qui n'avaient pas peur de regarder le danger en face. À ce moment-là, il sentit pour la première fois quelque chose de chaud, longtemps oublié, commencer à percer lentement la croûte de glace de la solitude dans son âme. « Entrons, dit-il en ouvrant la porte. Il fait froid. » Elle entra, et avec elle, un peu plus de lumière. La louve se méfia, mais en voyant que Manon parlait doucement, d'une voix douce, elle se détendit un peu. Les louveteaux essayèrent de se lever pour regarder la nouvelle silhouette, mais retombèrent bientôt en un tas de chaleur. Manon posa le panier sur la table. À l'intérieur, il y avait un pain fait maison, doré, légèrement craquelé sur le dessus. En le sortant, elle remarqua les bandages sur la louve et reposa le pain, s'approchant de la blessée avec précaution, comme une infirmière. « Pauvre bête, murmura-t-elle. Qui a bien pu faire une chose pareille ? » C'était une question à laquelle Jean aurait aussi aimé connaître la réponse. Il lui parla des cordes, des ecchymoses, de l'odeur d'alcool. Elle écoutait en fronçant les sourcils. Sa gentillesse n'était pas une faiblesse. Elle savait se mettre en colère contre l'injustice. Et cela se voyait maintenant dans le serrement de ses lèvres. Ils restèrent silencieux un moment, pendant que le crépitement du poêle réchauffait lentement la pièce. « Vous pensez qu'ils vont revenir ? » demanda-t-elle enfin. « Je le pense, » répondit honnêtement Jean. « Si les traces ont mené jusqu'ici, c'est qu'ils cherchent. » Manon soupira profondément, puis regarda les louveteaux, puis Jean. « Mais maintenant, ils ne sont plus seuls, » dit-elle doucement. « Si le mal est bruyant, nous serons plus silencieux, mais plus solides. » Jean, pour la première fois depuis longtemps, ressentit quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Un instant, il lui sembla que la tempête dehors faiblissait, mais il savait que la nuit ne faisait que commencer,
et avec elles, les ombres de ceux qui pourraient revenir chercher ce qu'ils considéraient comme leur bien. Mais désormais, à ses côtés, il n'y avait pas seulement une louve blessée avec ses petits. Il y avait Manon, une petite mais véritable lumière dans sa vieille vie depuis longtemps silencieuse. Le matin commença dans un silence inhabituel. Le blizzard, qui avait fait rage toute la nuit, s'était soudainement calmé, comme s'il était fatigué de déchiqueter la neige. L'air devint dense, immobile, avec une légère teinte bleutée qui annonce toujours un froid si intense qu'il fait même craquer l'écorce des arbres. Jean, habitué à se lever tôt, alluma le poêle pour réchauffer la maison avant même d'ouvrir la porte. La louve dormait près du mur, enlaçant les louveteaux de son corps maigre, comme pour les réchauffer même dans son sommeil. Sa respiration était encore inégale, mais plus aussi saccadée qu'avant. Jean l'observait avec un sentiment étrange, comme si cette fragile famille sauvage était devenue une partie de son destin. Il s'avança vers la porte, s'apprêtant à sortir les cendres du poêle. C'est à cet instant précis que le monde craqua de nouveau. Dehors, quelqu'un marcha sur la croûte de neige gelée. Le son était assuré, lourd, ne ressemblant ni au pas d'un animal de la forêt, ni à la démarche prudente de Manon. Jean entr'ouvrit la porte. Sur le seuil se tenaient 3 hommes. Ils semblaient tout droit sortis d'un mauvais rêve d'une nuit d'hiver. Le premier, visiblement leur chef, était grand, large d'épaules, avec un visage rouge, comme brûlé à la fois par le gel et l'alcool. Ses joues étaient couvertes de coupes roses, et ses petits yeux gris, profondément enfoncés, lançaient déjà des éclairs d'irritation. Il émanait de lui une odeur de gnôle si forte qu'on aurait dit qu'il exhalait dans le froid l'odeur d'une bouteille entière. Jean ne connaissait pas encore son nom, mais il avait déjà vu ce type d'homme. Le crâne rasé, la peau tannée et les traits lourds, un homme habitué à régler les problèmes avec ses poings plutôt qu'avec sa tête. Les 2 autres semblaient être ses ombres. L'un, grand et maigre, avec des joues creuses et un long nez en forme de bec. Il avait des mains molles, des mouvements souples, nerveux. Son regard balayait constamment les alentours. Le second, trapu, de petite taille, avec un cou massif et des yeux ronds, étonnamment clairs. Son front était étroit, et son menton lourd et carré, comme taillé à la hache. Il portait une vieille veste déchirée et tenait à la main un pied de biche, comme s'il ne pouvait pas sortir sans une arme. Le chef s'avança. « Te voilà, le vieux, dit-il sans prendre la peine de saluer. Sa voix était rauque, comme brûlée par des années de tabagisme. « On a une affaire à régler avec toi. » Jean comprit immédiatement que cette affaire n'aurait rien de bon. Il ne bougea pas, se contentant de serrer plus fort la poignée de la porte. « Que voulez-vous » Le chef fit un geste de la main, comme si la question l'agaçait. « La louve. »« La tienne, enfin, la nôtre. » Il esquissa un sourire hideux, qui trahissait une agressivité mal assurée. « Elle a buté notre bétail. On l'a attrapée, ligotée et jetée. Elle sert à rien, qui en voudrait ?» Il haussa les épaules. « Mais elle est à nous quand même, et on va la reprendre. » Jean sentit une vague de fureur sourde monter dans sa poitrine. Il fit un pas en avant, se postant dans l'embrasure de la porte, protégeant l'entrée de son corps. La neige se posa sur ses épaules, et il y avait si peu de vent que son souffle restait suspendu dans l'air comme un brouillard. « Vous ne la reprendrez pas, dit-il d'un ton calme. Ni elle, ni ses petits. Plus jamais. » L'un des hommes ricana, le trapu serra son pied de biche. Un instant, le silence fut si pesant qu'on pouvait entendre la louve bouger doucement à l'intérieur. Le chef pencha lentement la tête, comme pour évaluer Jean. « T'es courageux, le vieux. »« Un idiot, mais courageux, dit-il à voix basse, presque avec respect. »« Bah, c'est pas grave, on reviendra, et pas seul. Et on prendra ce qu'on veut. Pas forcément les loups, peut-être autre chose. » Il jeta un dernier regard lourd vers la fenêtre, où l'on devinait derrière le tissu semi-transparent du rideau la silhouette de la louve qui bougeait. Puis il se retourna et partit. Ses ombres le suivirent, laissant dans la neige les larges empreintes de leurs bottes lourdes. Quand le bruit de leurs pas disparut, Jean ferma lentement la porte. Il resta immobile quelques instants, comme pour écouter s'il ne revenait pas. Son cœur battait trop fort. Soudain, on frappa doucement à la porte. Timidement, prudemment. Jean sursauta, mais reconnut ce rythme doux. Il ouvrit. Manon était là, serrant contre sa poitrine un petit bouquet de fleurs séchées. Un cadeau simple mais touchant.
Elle apportait toujours des petites choses qui pouvaient réchauffer n'importe quelle maison. Cette fois, elles étaient aussi silencieuses et délicates qu'elle. Elle remarqua l'expression de son visage. Ils sont venus, n'est-ce pas? Jean hocha la tête et, pour la première fois, il le dit comme s'il se l'avouait à lui-même, ils reviendront. Et ils ne seront pas seuls. À l'intérieur, la louve sembla le sentir. Un léger hurlement d'avertissement s'échappa de sa gorge. Manon entra, ferma la porte et, sans dire un mot, prit la main de Jean. Sa paume était chaude, petite, mais dans cette douce chaleur, il y avait quelque chose de plus fort que les trois hommes ivres derrière le seuil. « S'ils reviennent, dit-elle doucement en le regardant droit dans les yeux, je serai là. Ce n'est pas une grande force, mais parfois une petite lumière suffit. » Il voulut dire que c'était dangereux, qu'il avait peur, qu'il ne voulait pas l'impliquer dans quelque chose qui pourrait mal finir. Mais elle se tenait si près que les mots restèrent coincés dans sa gorge, dissous dans la chaleur de sa voix. Et pour la première fois depuis de longues années, le cœur de Jean, en tressaillant, ressentit non seulement de la peur, mais aussi de l'espoir. La nuit tomba sur la terre comme si l'obscurité elle-même avait décidé de se rapprocher pour tout recouvrir d'un voile impénétrable. La neige tombait à gros flocons, et la lune, qui d'habitude éclairait un peu la forêt, avait maintenant complètement disparu derrière une épaisse couche de nuages. Le vent hurlait comme un animal blessé, et il semblait que la nature elle-même avertissait, quelque chose de grave se préparait. Jean le sentit immédiatement, dès que la première bourrasque de neige frappa la fenêtre si violemment que la vitre trembla plaintivement. Il se tenait près du poêle quand un craquement sec et sonore retentit soudain, comme si quelqu'un avait frappé du fer avec un bâton. C'était la lanterne accrochée à l'extérieur. Elle venait d'éclater, dispersant de fins éclats de verre sur la neige. La louve bondit, le poil de son échine hérissé, ses yeux brillants de peur et de rage. Les louveteaux gémirent et se blottirent les uns contre les autres. Manon, assise près d'eux sur le tapis, releva la tête. Ses cheveux sombres étaient légèrement décoiffés par la chaleur du poêle. Son visage était rose, mais une tension passa dans ses yeux. Elle sentit instantanément que quelque chose de grave venait de se produire. « Ils sont là, » dit Jean, sa voix plus grave que d'habitude. Il se dirigea vers le crochet près de la porte et décrocha sa vieille hache, noircie par le temps. La lame n'était pas parfaitement aiguisée, mais assez solide pour servir d'arme. Dehors, on entendit des pas, lourds, assurés, lents. C'étaient les pas de ceux qui n'ont pas peur de la nuit. Jean se tourna brusquement vers Manon. Partez par la sortie de derrière. Tout de suite. Elle se figea, blême. Mais les louveteaux. Je les prendrai, dit-il fermement. Votre travail, c'est de partir. Ils ne viennent pas pour discuter. À cet instant, la louve, déjà sur ses pattes, s'approcha de Jean et se plaça comme pour le protéger de son corps. Elle était encore maigre et blessée, mais dans ses yeux brûlait un feu qui n'était pas là le jour où il l'avait trouvée dans la neige. Elle semblait dire, « Je ne partirai pas. » Non, murmura-t-il en se penchant vers elle. Va, sauve les petits. Une ombre passa dehors. Le cadre de la porte gronda sous un coup. Vite! Aboya Jean. Le cœur de Manon fit un bond douloureux. Elle attrapa le panier dans lequel Jean déposa rapidement 2 louveteaux, puis 2 autres. Le 5e s'était caché sous la fourrure de sa mère et ne voulait pas sortir. Manon prit le panier à 2 mains, ses lèvres tremblantes. Elle comprenait qu'en partant, elle laissait Jean seul, à la merci des braconniers. Mais elle comprenait aussi que sa présence l'empêcherait de se battre. « Promettez-moi que vous nous suivrez, » murmura-t-elle. « Promettez-le, Jean. » Il ne répondit pas avec des mots, se contentant d'un imperceptible hochement de tête. Cela suffit. Elle disparut par la porte de derrière, essayant de ne faire aucun bruit, et le blizzard engloutit instantanément sa petite silhouette. La tache de lumière à l'intérieur de la maison diminua. Jean se tourna de nouveau vers la porte. Un autre coup. Plus fort cette fois. Il leva la hache. Le vent hurla, comme pour l'avertir qu'il était déjà trop tard. La porte s'ouvrit si brusquement que le cadre en bois se fendit. Sur le seuil se tenait le premier homme, le grand au visage rouge, avec ses petits yeux où il n'y avait plus de somnolence ivre, seulement de la colère. Il sourit de travers. « Eh bien te voilà, le vieux. » gronda Théil. « On est revenu chercher notre bien. » Mais il n'eut pas le temps d'entrer le premier.
La louve se jeta sur lui avant même que Jean n'ait levé sa hache. Elle sauta si haut que Jean dut reculer pour ne pas être touché. Ses crocs se plantèrent dans le cou de l'agresseur. Le sang gicla sur le seuil enneigé. L'homme hurla, tomba en arrière et se mit à râler, essayant de repousser la louve, mais elle ne lâchait pas prise. Le deuxième homme, le nerveux au long nez, se précipita en avant, brandissant une massue. Jean parvint à intercepter le coup, le poussant de l'épaule, et ils roulèrent ensemble sur le sol. La massue heurta le mur avec un bruit sourd. L'homme tenta de se relever, mais Jean, bien que plus âgé, avait la force d'un homme habitué à lutter chaque jour avec la forêt. Il se jeta sur son agresseur et le frappa du poing. Une douleur fulgurante lui traversa les articulations, mais l'assaillant gémit et lâcha son arme. Vieux démon! Halta-t-il. Mais le troisième, le trapu à la mâchoire lourde, se révéla le plus dangereux. Il s'approcha silencieusement sur le côté, leva un gourdin massif et frappa la louve au flanc. Elle hurla, se plia en deux. Le sang coula de nouveau à travers la cicatrice fraîche de sa blessure. L'homme, les lèvres pincées en une fine ligne, leva le gourdin au-dessus de sa tête pour l'achever. C'est fini, siffla-t-il. C'est alors qu'un bruit retentit, c'est comme le craquement d'une branche morte. Une bûche, lancée avec une telle force, frappa la tête de l'agresseur, faisant voler le gourdin de ses mains. Il chancela, essayant de garder l'équilibre, ses pieds glissèrent sur le sol taché de sang, et il s'effondra en poussant un cri étranglé. Sur le seuil se tenait Manon. Son visage était pâle, mais ses yeux brûlaient. Sa respiration était saccadée. Ses mains tremblaient, mais elle tenait une deuxième bûche comme une arme. Ne la touche pas. Expira-t-elle, d'une voix si puissante que même le vent se tut un instant. L'homme, voyant sa détermination, se releva d'un bond et, se tenant la tête, s'enfuit dans le blizzard. Les deux autres, le blessé et l'assommé, rampèrent à sa suite, trébuchant, maudissant quelqu'un et eux-mêmes. Manon se précipita vers Jean, enjambant à peine les débris de bois et les gouttes de sang. Elle le serra dans ses bras, se pressant contre lui, tremblant si fort qu'on aurait dit qu'elle allait tomber. Je pensais que... Sa voix se brisa. Je ne pouvais pas vous laisser seul. Jean serra sa main contre lui. Son cœur battait vite, comme celui d'un jeune homme. Depuis de longues années, c'était la première fois qu'il sentait que quelqu'un avait peur de le perdre. La louve releva la tête, les regardant. Le sang coulait sur sa fourrure, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Le blizzard faisait toujours rage dehors, mais à l'intérieur, au milieu du sang, de la douleur et de la peur, brûlait une petite étincelle. Un nouveau lien. Un nouvel espoir fragile. Le matin n'arriva pas brusquement, mais doucement, comme s'il marchait avec précaution sur les restes de la tempête nocturne éparpillés sur le sol. D'abord, le ciel devint rose, à peine perceptible, comme si quelqu'un avait passé un pinceau de couleur sur les nuages gris. Puis le vent se calma, ne laissant derrière lui que de rares soupirs parmi les branches enneigées. Et enfin, les premiers rayons de soleil touchèrent la terre, doux, tendres, faisant fondre les arêtes vives de la glace, transformant le chaos nocturne en un matin calme, presque féerique. Jean sortit sur le seuil et inspira profondément l'air glacial, mais désormais moins féroce. Sur la neige devant la maison gisaient des traces chaotiques, de larges empreintes de bottes lourdes, de profonds sillons laissés par des chutes, des taches de sang étalées. Elles témoignaient d'une nuit pleine de menaces et de fureur, mais semblaient maintenant les fantômes de ceux qui n'avaient pas réussi à vaincre. Au loin, on ne voyait aucune silhouette humaine. Les trois braconniers avaient disparu, comme si la tempête même qu'ils avaient utilisée comme couverture les avait ensuite engloutis. La louve, debout près de la porte, s'appuyant sur ses pattes encore faibles, hurla doucement, comme pour répondre à l'aube. Sa blessure saignait de nouveau, et Jean, avec une triste détermination, la fit rentrer. L'intérieur de sa maison était imprégné des odeurs du combat nocturne, la fumée du poêle, le sang, la résine, le bois brisé. Mais au-dessus de tout cela flottait une autre odeur, forte, vivante, insistante. L'odeur de l'espoir. Jean installa la louve sur la douce peau de mouton et prit la boîte avec les restes de fournitures vétérinaires. Il travaillait lentement et avec sensibilité, comme s'il soignait un être humain. Ses doigts, bien que rudes, se déplaçaient avec douceur, et ses yeux restaient sérieux et attentifs. La louve, elle, endurait en silence. Parfois, ses muscles tressaillaient, parfois elle sifflait doucement de douleur,
mais dans son regard il n'y avait pas de peur, seulement de la confiance. Quand il eut fini le pansement, la louve se leva maladroitement, s'approcha et lui donna un léger coup de museau contre la jambe. Ce n'était pas un geste animal, c'était un geste de gratitude, pur et direct. Jean se figea un instant. Il ne s'attendait pas à ce que son cœur puisse sursauter au contact d'un animal sauvage, mais il sursauta. Vivante, souffla-t-il doucement, et dans ce mot, il y avait un soulagement qu'il n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. Les louveteaux, réchauffés par le feu, accomplirent leur propre petit miracle. L'un après l'autre, ils commencèrent à se lever. Au début, leurs pattes tremblaient, comme de fines brindilles secouées par le vent. Mais bientôt, agitant leur minuscule queue, ils avancèrent timidement, comme s'ils redécouvraient le monde. L'un d'eux s'approcha de Jean et, perdant l'équilibre, se cogna contre sa botte d'hiver. L'homme le souleva de ses deux mains. Une créature fragile, duveteuse, avec des yeux brillants comme des perles. Le louveteau couina, comme pour dire « tu es des nôtres ». Jean sentit soudain quelque chose de chaud se répandre en lui, remplissant l'espace vide qu'il portait dans son cœur depuis tant d'années. À ce moment, Manon revint dans la maison. Elle avait l'air fatiguée, les yeux légèrement gonflés, signe qu'elle n'avait presque pas dormi de la nuit. Ses longs cheveux étaient un peu en désordre. Une égratignure à peine visible sur sa joue, probablement une branche qu'elle avait heurtée en revenant de la tempête. Mais malgré la fatigue, elle sourit. Un sourire lumineux, sincère, si bien que même la flamme dans le poêle sembla devenir plus chaude. « Ils vont bien ?» demanda-t-elle en s'approchant et en posant un panier avec des restes de nourriture. « Mieux, » répondit Jean, en regardant les louveteaux s'emmêler dans ses pieds. « Et tu es revenu. » Elle rit doucement. « Comment aurais-je pu faire autrement ?» Il se détourna un instant pour rassembler ses pensées, puis dit, « Tu as risqué ta vie. » « Pourquoi ?» Manon le regarda comme si c'était la question la plus simple du monde. « Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ont besoin de protection. Parfois, les adultes, les vieillards et les loups en ont besoin aussi. » Elle s'approcha et prit délicatement la main de Jean dans la sienne. Sa paume était chaude, petite, mais dans ce contact, il y avait quelque chose d'incommensurablement grand, comme si elle lui donnait une partie de sa force. « Vous n'êtes pas seul, » dit-elle à voix basse. « Et vous ne le serez plus. » Ses yeux tremblèrent légèrement. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait entendu de tels mots. Le silence entre eux devint dense et doux, non pas gênant, mais apaisant. Familier. La louve les observait, comme si elle comprenait plus qu'un animal n'est censé comprendre. Quelques jours plus tard, lorsque le vent se tut et que la neige devint douce et scintillante sous le soleil, la louve se sentit assez forte. Elle s'approcha de la porte, se retourna vers Jean, vers Manon, vers ses petits. Ils étaient 5. 5 miracles, survivants de la nuit. La louve les appela doucement, et les louveteaux, chancelant, la suivirent jusqu'au seuil. Mais après l'avoir franchi, elle s'arrêta, tourna la tête. Ses yeux s'attardèrent sur Jean. Longuement, avec gratitude, presque humainement. Elle semblait dire, « Je me souviendrai. » Les louveteaux aussi se retournaient, agitant leur queue, couinant. Une petite troupe amusante, laissant ses traces dans la neige blanche. Jean se tenait à côté de Manon. Elle prit timidement sa main, et il ne la retira pas, au contraire, il serra sa paume dans sa grande main rugueuse. Le soleil se leva sur la forêt. Ses rayons perçaient les congères, peignant la scène d'or. Et au milieu de ces reflets scintillants se tenaient 2 personnes, un homme et une femme qui avaient survécu à la nuit, et une meute de loups s'enfonçant dans la forêt, mais laissant une partie d'elle-même derrière eux. Ce n'était pas la fin. C'était un miracle silencieux, petit mais réel, pour 2 cœurs qui avaient vécu trop longtemps dans le froid. Parfois, un miracle n'arrive pas quand on l'attend, mais quand le cœur est sur le point d'abandonner. Parfois, il vient sous la forme d'une aube tranquille après une longue tempête, sous la forme d'une louve blessée trouvant le salut auprès d'un homme, ou sous la forme d'une personne qui comprend soudain que même dans la solitude, on peut trouver le chemin du retour. Cette histoire nous rappelle que la bonté ne disparaît pas tant qu'il y a ceux qui sont prêts à faire un pas vers les plus faibles. Et aucune obscurité ne peut retenir la lumière si nous ne la laissons pas s'éteindre. Si ce récit a touché votre cœur, partagez-le avec ceux qui ont besoin d'espoir en ce moment. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez ressenti au moment où la louve s'est retournée vers Jean pour la dernière fois. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires sur la compassion et la force de l'esprit.
Et que la Providence vous garde, vous et vos familles, chaque jour, sur chaque route et dans chaque choix que vous faites. Que sa lumière soit avec vous, même pendant les hivers les plus froids de votre vie.